j'en arrive à cette deuxième partie, puis on enchaînera bien sûr sur un débat avec vous. Si j'avais à vous donner, allez, 3 ou 4 pistes, j'ai donné 4 pistes qui sont des raisons de désespérer, 4 pour des raisons d'espérer. René Char dit « Ne t'attarde pas à l'ornière des résultats ». Moi j'ajouterais « Ne t'attarde pas à l'ornière des résultats immédiats ». Ne t'attarde pas à l'ornière des résultats immédiats, ce qui ne veut pas dire que tu es indifférent aux résultats. Ce qui veut dire que tu accompagnes. Quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, que nous avons travaillé ensemble, Jacques Lévin, disait, c'est un psychanalyste avec sa manière, il faut que les enseignants passent du regard photo au regard cinéma. Alors, on peut comprendre ça comme on veut, mais pour lui, le regard photo, c'est il vaut rien, il est excellent, c'est la photographie de l'instant de quelqu'un. Le regard cinéma, c'est l'accompagnement sur la durée. J'étais ce matin à un colloque sur l'évaluation et je disais à quel point les professeurs de PS m'ont fait progresser dans ma conception de l'évaluation. Moi, quand j'ai découvert que les professeurs de PS n'évaluaient plus, comme quand j'étais à l'école, l'élève sur simplement la rapidité avec laquelle il faisait le tour de piste ou la hauteur qu'il sautait en saut en hauteur, ça m'a changé complètement mes perspectives. Ça m'a fait entrer dans une autre vision, qui est une vision où l'évaluation n'est pas faite pour que je sois meilleur que les autres, elle est faite pour m'aider à devenir meilleur que moi-même. Voilà. Une évaluation qui m'aide à devenir meilleur que moi-même. Et je pense que nous avons un pouvoir là-dessus. Ne t'attarde pas à l'ornière des résultats immédiats, mets en place des outils qui permettent d'aider les gens sur la durée et de les aider à se dépasser. La notion de dépassement est importante. Et je trouve que dans votre profession, le dépassement est quelque chose de fondamental. Vous savez, on s'est beaucoup battu, et encore récemment, on discutait avec une collègue un peu à perte de vue sur la signification du mot émancipation. Une des manières de penser le mot émancipation, c'est le mot dépassement. Dépasser, se dépasser, dépasser ce qui nous enferme, dépasser ce qui nous empêche, se dépasser, être capable de se découvrir, capable d'aller plus loin que ce que l'on croyait être capable de faire. Ça, c'est fondamental, c'est un des enjeux majeurs de l'émancipation et d'une émancipation sur laquelle nous avons du pouvoir. Ne t'attarde pas à l'ornière des résultats immédiats. Deuxième leçon, ce serait ne cultive pas l'aveuglement. Ne cultive pas l'aveuglement parce que rien de ce que nous faisons au quotidien n'est neutre. C'est-à-dire n'est insignifiant pour ceux avec qui nous travaillons. Tout ce que nous faisons a du sens pour lui. Et nous avons besoin de cette lucidité sur le sens que prennent nos actions, non pas pour nous, mais pour les autres. Quel sens ils donnent à ce que nous faisons avec eux? Quel sens ils donnent, eux? Hein? Très souvent, nous nous aveuglons sur le sens que donnent les autres, et nous voyons bien, les sociologues ont abondamment documenté ce point, que les élèves donnent à leur vécu scolaire un sens très stratégique. Hein? C'est ce que les sociologues appellent le métier d'élève. Hein? Métier d'élève, vous savez, qu'est-ce qu'un bon élève? C'est pas quelqu'un qui s'ennuie pas à l'école, c'est quelqu'un qui est capable de s'ennuyer poliment, c'est-à-dire de s'ennuyer sans le montrer, tout en hochant la tête pour que le professeur croie qu'il s'ennuie pas. Hein? Qu'est-ce qu'un bon élève? C'est un élève qui sait quelles sont les questions qu'il faut poser au professeur parce qu'il sait que c'est ces questions-là auxquelles il aime répondre. Voilà. Qu'est-ce qu'un bon élève? Un bon élève, c'est qui a repéré quels sont les devoirs qui ne sont pas notés ou dont les notes ne comptent pas, comme ça il peut les bâcler et il consacre son énergie au reste. Donc c'est un stratège, un bon élève. C'est quelqu'un qui croit être autonome, qui en réalité n'est qu'à peine débrouillard, c'est un stratège. C'est un arriviste qui se débrouille pour y arriver. Voilà. Et par rapport à ça,
nous devons avoir cette interrogation permanente. L'élève qui agit comme cela, c'est parce qu'il donne quel sens à l'activité que nous avons avec lui? Il ne voit dans cette activité que l'occasion d'une concurrence avec les autres et non pas l'occasion de se dépasser lui-même. Il y a quelque chose là qui est, me semble-t-il, assez fort. Nous avons besoin d'une lucidité toujours plus grande sur le sens qui est vécu, ce qui est vécu par l'élève dans les situations scolaires. Alors, c'est compliqué, hein, parce que, comme le dit le philosophe Husserl, il y a une opacité incontournable de la conscience d'autrui. Je ne sais jamais ce qui se passe dans la tête de quelqu'un d'autre. Hein. La personne peut être très gentille avec moi, me faire des tas de m'amour, me dire que, etc. Elle peut toujours penser, pauvre con, dans sa tête. Hein. Bon, c'est un des problèmes, hein, qui fait que le dictateur est toujours fragile. L'autoritariste est toujours fragile, parce qu'il voit des gens qui lui obéissent, mais il a toujours peur qu'ils lui obéissent par peur et non pas par dévotion. Il a toujours peur que les gens lui obéissent par devant, mais n'en pense pas moins par derrière. Et il voudrait que les gens lui obéissent parce qu'ils l'aiment. Hein? Mais il ne le sait pas, parce que ça, c'est l'opacité complète de la conscience d'autrui. Eh bien, nous ne pouvons pas franchir cette opacité. Nos élèves nous sont opaques. Mais nous pouvons engager l'échange avec eux. Ils ne nous diront pas forcément et nécessairement la vérité. Mais l'échange engagera une interlocution où quelque chose pourra peut-être se passer. Quelque chose qui sera une construction réciproque du sens de ce que nous faisons ensemble. Troisième piste, nous sommes responsables du futur. Le futur n'est pas écrit. Le futur n'est pas écrit. Alors bien sûr, le futur va arriver. Le futur, c'est ce qui se passe dans une demi-heure. Une demi-heure après 20h, il est 20h30. Mais l'avenir, on ne sait pas ce qu'il sera, même à 20h30. On ne le sait pas. Le futur se déroule inexorablement, mais l'avenir, nous devons le construire. Nous allons le construire tout à l'heure ensemble. Et cette responsabilité du futur, on ne peut pas la fuir éternellement en se cachant derrière la peur du présent. Et puis, je voudrais insister sur un quatrième point. Nous autres enseignants, nous avons un devoir d'alerte. D'alerte à l'égard de toute la société. Dans le dictionnaire auquel Stéphane faisait allusion tout à l'heure, qui est à la fois écrit pour être lu notice par notice, mais aussi avec une progression, j'ai voulu que le dernier mot soit village, parce que j'ai voulu qu'une dernière phrase soit un probablement faux proverbe africain qui dit « il faut tout un village pour élever un enfant ». Je crois qu'aujourd'hui, la société a oublié cette vérité-là. Elle a oublié que nos élèves sont des enfants, que les collégiens, 30% d'entre eux regardent la télévision le matin avant de venir au collège, des dessins animés stupides achetés au kilomètre au Japon et entrecoupés de publicités absolument débiles et qui les conditionnent complètement à un moment où ils sont dans une situation d'attention flottante complètement réceptif. Alors le Figaro titre que nous endoctrinons nos élèves. Mais la publicité dans la télévision du matin, évidemment, n'endoctrine pas les élèves. C'est pas grave, on peut laisser continuer à faire ça. Nous avons oublié que ce qui se passe quand l'enfant traverse la rue, va acheter quelque chose, ça contribue à son éducation. Nous avons oublié que la manière dont il vit ses loisirs, ça contribue à son éducation. Et un des paradoxes de notre société, c'est que dès qu'il y a un problème, elle se tourne vers les enseignants. Et elle dit aux enseignants, il y a un problème, enseignez le code de la route. Les enfants ne savent pas le code de la route.
Éducation à la sexualité, les enseignants, faites l'éducation à la sexualité. Éducation à la citoyenneté, faites l'éducation à la citoyenneté. L'éducation à la politesse, faites l'éducation à la politesse. Et ainsi de suite. Alors notre responsabilité peut-être c'est de dire oui, on veut bien, mais vous faites quoi? Retournons l'interrogation. Demandons aux parents, oui, bien sûr, vous voulez qu'on fasse réussir vos enfants. Mais vous faites quoi quand vous les laissez se coucher à 1h du matin et que vous nous les envoyez en 6e avec 5 ou 6 heures de sommeil, incapables de se concentrer le lendemain? Nous avons aussi à poser cette question. Nous avons à dire, parce que nous sommes des pédagogues aux autres, mais vous aussi vous êtes pédagogues, vous êtes solidaires avec moi. Nous avons à dire aux hommes de médias, mais attendez, vous faites quoi sur les médias? Qu'est-ce qu'il y a comme journal télévisé accessible à un gamin de 12 ans aujourd'hui sur les grandes chaînes de télévision? Et que les gamins de 12 ans, ils se farcissent les infos sur le Covid, où on parle de la mort en permanence, mais que jamais quelqu'un les aide à décrypter des statistiques à leur niveau de compréhension des statistiques. Mais on continue. Et les gens qui font les villes, ils font quoi pour les enfants dans les villes? La largeur des trottoirs, comme disait Fourier il y a longtemps. C'est vachement important pour l'éducation, la largeur des trottoirs. Et puis alors, et les jardins d'enfants, c'est quoi dans les villes? C'est des tourniquets et des toboggans? Et si c'était plutôt des terrains d'aventure? Pour que les gamins, pendant les vacances de Toussaint, ils passent pas 15 heures devant les écrans, mais qu'ils aillent dans des terrains d'aventure construire des trucs ensemble. Nous avons, nous, enseignants, à assumer complètement notre rôle de pédagogue et à dire on est pédagogue et on veut émanciper les gamins. Mais on ne peut pas le faire seul. On ne peut pas le faire seul. Et nous avons, une responsabilité d'alerte à l'égard de l'opinion à cet égard. Alerte à l'égard des parents, alerte à l'égard des politiques, alerte à l'égard des médias, alerte à l'égard de tous ceux et toutes celles qui voudraient qu'on fasse tout et qu'on résolve tous les problèmes éducatifs comme si effectivement, et alors là on est exactement à l'inverse de ce que dit Héribon, comme si l'histoire singulière de chaque être n'existait pas. Alors bien sûr qu'Héribon a tort, je crois, de nous dire que l'enseignant peut rien. Mais nous avons tort de penser que l'enseignant peut tout. Il peut beaucoup. Mais il a aussi, je pense, une responsabilité sociétale aujourd'hui, qui est de dire « je peux beaucoup, mais pas tout seul ». Mais pas tout seul. Le rapport au corps, par exemple, qui est un des objets de travail privilégiés, ça joue aussi, mais évidemment, en famille. La question de l'alimentation, la question des 6 ou 8 heures par jour devant les écrans, assis avec son joystick dans la main, c'est aussi quelque chose qui relève de la responsabilité des familles. Et puis, l'alternative aux écrans, c'est une responsabilité sociétale. Hein? Je lisais des statistiques qui nous disaient que pendant les vacances de Toussaint qui viennent de se terminer il y a peu de temps, on a eu des pointes de consommation d'écran dans les cités, dans les banlieues, qui allaient jusqu'à 18 heures par jour. 18 heures par jour de consommation d'écran. Donc d'enfants assis sur une chaise devant un écran. Hein? Et il y a une sacrée responsabilité sociétale, là. Qu'est-ce que la société leur propose dans les cités à ces gamins-là, en alternance aux écrans? En termes de centres sociaux, en termes de terrains d'aventure, etc. Nous avons aussi à dire ces choses-là. Et je vais vous dire une chose que je dis souvent, que j'ai dite très souvent aux organisations syndicales enseignants. Je leur dis, vous êtes trop timides dans vos interpellations sociétales. Vous êtes trop timides. N'acceptez pas qu'on vous mette toutes les responsabilités dessus et que les autres s'en exonèrent complètement. Et vous êtes à une interface avec la société qui est très importante, puisque prof de PS, vous êtes en relation avec des tas de choses, que vous avez un travail à faire dans le cadre de l'association sportive, que vous êtes souvent très investi dans des tas de lieux, que vous êtes parfois, comme Pierre, comme moi, des militants de l'éducation populaire. Hein? Et à ce titre, nous avons à revendiquer une mobilisation pédagogique collective. Voilà. Alors tout ne sera pas parfait, on ne va pas y arriver demain, je ne vous dis pas qu'on va raser gratis et qu'on sortira complètement de la situation dans laquelle nous sommes, mais quand même.
je voudrais juste vous conclure avec une note, non pas d'optimisme, mais de réalisme. C'est une citation de quelqu'un, d'un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Italo Calvino. Italo Calvino est un auteur italien qui a écrit des livres super que je vous conseille si vous ne les avez pas lus, comme Le Baron Perché, par exemple, un livre génial sur un enfant qui vit dans les arbres, qui refuse de descendre des arbres. Vous y trouverez des tas de choses qui vous parleront de votre métier dans ces livres-là d'Italo Calvino. Et il a écrit un livre qui s'appelle Les villes invisibles. Et il conclut ce livre par les phrases suivantes. L'enfer des vivants n'est pas chose à venir. S'il y en a un d'enfer, il est déjà là. C'est l'enfer que nous habitons tous les jours, que nous formons d'être ensemble. L'enfer des égoïsmes, l'enfer des individualismes, l'enfer de la concurrence acharnée des humains contre les humains. Alors il y a deux façons de ne pas souffrir de l'enfer. La première façon, c'est accepter l'enfer, en devenir une part au point de ne plus le voir. La seconde façon est risquée, dit-il, et elle demande une attention et un apprentissage continuel. Il s'agit de chercher et de savoir reconnaître qui et quoi au milieu de l'enfer n'est pas l'enfer. Et cela, nous avons la responsabilité de le faire de durer et de lui faire de la place. Eh bien, dans vos cours, dans vos activités, les associations sportives, l'éducation populaire, c'est ça votre rôle. C'est faire de la place à ce qui n'est pas l'enfer, ce qui n'est pas la concurrence de tous contre tous, ce qui n'est pas l'individualisme, ce qui n'est pas la dissolution des humains dans une espèce de guerre permanente des uns et des autres ou de course au consumérisme complètement débridé. Voilà. Donc oui, on va pouvoir faire des tas de choses. Et moi, je crois que si nous sommes nombreux à faire exister des lieux et des espaces où on témoigne qu'un autre type de relation humaine est possible, que ces relations sont à la fois solidaires et émancipatrices, qu'elles peuvent émanciper les gens et non pas simplement en permettant aux dominés de devenir des dominants, mais en permettant d'interroger les situations de domination, alors on aura fait avancer les choses et on pourra dire qu'on ne peut pas désespérer de la pédagogie. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci à vous de votre attention. J'ai un peu abusé de votre patience.